Bien, cet après-midi, nous démarrons donc notre journée autour de deux thèmes particuliers qui essayent d'illustrer ce que l'on a pu aborder plus globalement ce matin. Mais je voudrais faire un lien tout de suite en ce qui concerne les débats que nous aurons, j'espère, autour de l'atelier qui touche l'habitat participatif, le logement. Faire le lien avec deux choses qui ont été dites ce matin. La première, reprenant un peu les propos de Michel Dinet, je voulais, en l'écoutant, je me disais que tout de même à partir de l'habitat, du logement, là on avait un beau champ de mobilisation des citoyens et d'engagement des citoyens dans la vie collective et en même temps dans la sphère privée. Et à partir de ça, on pouvait, comme à l'école, sans doute faire beaucoup de choses. Donc moi, je suis très contente que nous ayons retenu ce thème-là pour notre journée dans la thématique de la journée. La deuxième chose, c'est que, pareil, Pierre Calam a dit enfin, il y a eu toute une série d'interventions sur la page blanche et l'histoire. Et là, je voudrais commencer pour parler d'habitat participatif, justement par rappeler un peu l'histoire dans le champ de l'économie sociale, dans les réseaux d'économie sociale et solidaire et des coopératives du logement, l'histoire du logement. Donc, la première, rappelez très rapidement que la première société coopérative, elle a été fondée en 1869, d'après ce que j'ai pu relire. Pardon, merci. Et c'était une société coopérative immobilière des ouvriers de Paris dans le 12e arrondissement. Et puis ensuite, en 1908, on parle encore de coopératives dans le domaine de l'habitat, c'est les coopératives HBM, qui fondent la Fédération nationale donc, de ces coopératives d'habitat à bon marché, et pratiquent la location coopérative, la location d'attribution, l'épargne, les prêts aux coopérateurs. Et aujourd'hui, elles agissent essentiellement dans le domaine de l'accession sociale à la propriété. Tout le monde ici connaît aussi le mouvement des castors, autre forme d'habitat participatif. Ce mouvement, il est encore vivant, dans l'Ouest en particulier, et il y a actuellement 33 000 adhérents en Bretagne, 800 constructions neuves par an et des rénovations aussi, portées par cette démarche d'habitat participatif et coopératif. Et puis ensuite, dans les années 70, apparaissent les expériences d'habitat groupé autogéré. Ça concerne des ménages souvent plus aisés, à fort capital social, culturel, financier, et on voit bien qu'on renoue avec une autre démarche, même si le fond de la participation et de l'engagement des gens est premier dans cette approche. Ça donne lieu en 1977 à la création de deux mouvements qui existent toujours, le mouvement pour l'habitat groupé autogéré et des projets qui diminuent en 90. Mais ce qui est intéressant par rapport à l'habitat groupé autogéré, c'est le rôle des élus, notamment ceux d'Orsay, la ville d'Orsay et de Chambéry, qui ont essayé de développer des opérations en milieu locatif et par le biais d'une pédagogie autour d'ateliers, autour de l'habitat, d'ateliers d'urbanisme, et qui ont fait un outil de dynamique locale tout à fait intéressant et considérable. Ces élus avaient obtenu des financements du ministère de l'Environnement pour soutenir des opérations expérimentales et donc avaient mis en place des ateliers qui favorisaient l'élaboration des projets avec les futurs habitants. Et puis enfin, début des années 2000, la question de la participation dans le domaine de l'habitat ressurgit de nouveau et à cause de l'émergence des écoquartiers sous l'influence souvent de l'Allemagne ou même d'autres pays, la Hollande, l'Angleterre. Ici, tout le monde connaît ou même est allé visiter un petit peu les expériences un peu innovantes dans ce champ-là. Et les préoccupations écologistes aussi font qu'on repose la question de l'habitat participatif autrement, en y ajoutant, bien entendu, toutes les dimensions sociales et économiques. Il s'agit aussi de répondre à la crise du logement dans cette nouvelle vague.
aux difficultés croissantes d'accès en termes de coûts, en termes d'inadéquation aux besoins, d'un foncier trop cher. Et parmi tous ceux qui militent en faveur de l'habitat participatif, on voit bien qu'on recherche des alternatives à la montée des individualismes, caractéristiques du logement pavillonnaire. Mais voilà, c'est surtout quand même à partir de 2009 que l'habitat groupé, ou comment vivre ensemble chez soi, comme ça avait fait l'objet d'un bel article dans le Monde qui est très intéressant, qui s'intitulait Comment vivre ensemble, chacun chez soi, que ces initiatives commencent à être connues et intéressent les collectivités locales qui voient là l'occasion de tester de nouveaux modes de conception et de production de l'habitat. Alors, dans le même temps, les associations porteuses de ces idées mènent des actions de lobbying importantes pour faire reconnaître le statut des coopératives d'habitants, tel Habicop, qui est parti d'un projet d'habitat groupé, le village vertical à Villeurbanne. Il s'agit de faire reconnaître un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et écologique. Les motivations des citoyens qui s'engagent dans ces projets, c'est la participation, premièrement. Deuxièmement, la mise en œuvre d'une mixité sociale en termes de revenus, de génération, de statut d'occupation. Le troisième thème qu'ils abordent, c'est la qualité environnementale. Le quatrième, la dimension économique, plus de qualité à moindre coût par la mutualisation. Le projet politique, enfin, est très porté par les groupes de citoyens qui se questionnent sur leur rapport à la ville, sur la place du citoyen et sur les questions de la propriété et de la spéculation immobilière. Voilà un peu rapidement brossé une histoire pour pas dire qu'on partait aujourd'hui sur une page blanche, qu'on allait écrire quelque chose de complètement nouveau. Non, cette question autour de l'habitat est déjà ancienne. Et ceci pour introduire les deux témoignages que nous avons ici aujourd'hui réunis. J'excuse une troisième personne qui devait être là, la maire de Bondy. Du coup, on aurait été dans une belle parité, 2 hommes, 2 femmes, à cet atelier, mais Madame Thomasin, malade, n'a pas pu venir nous rejoindre aujourd'hui. Donc, à côté de moi, j'ai le maire de Chevigné, Monsieur Nicolas, qui peut témoigner d'une expérience en milieu rural. Et quand nous l'avons joint, il me dit, mais sur ce thème-là, moi, je ne sais pas ce que je vais avoir à dire parce que c'est plutôt des questions urbaines. Ah, je dis non, ce n'est pas tout à fait des questions urbaines. Il y a peut-être à apprendre quelque chose de ce qui se fait en milieu rural. Et donc, il va nous raconter dans un premier temps ce qu'il fait, comment les expériences ont été conduites, animées, etc. Et après, nous interrogerons, ou on ne l'interrogera pas, il parlera tout seul, Monsieur Ribet, qui est adjoint à l'écologie urbaine, hein, c'est comme ça que votre titre, hein, et qui va témoigner aussi de la démarche de la ville de Saint-Denis. Alors, vous voyez, c'est le grand écart, hein, Chevigné et 2000 habitants, c'est ça, oui, et Saint-Denis, 107 000, mais en milieu urbain un petit peu difficile aussi, on va dire les choses comme ça. Bon, voilà. Et là aussi, on attend de vous de nous expliquer un peu pourquoi les élus et comment les élus se sont intéressés à cette question, puisque, comme vous avez pu le voir, moi j'ai plutôt parlé des démarches citoyennes autour de l'habitat participatif. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les collectivités locales se saisissent de ce sujet et en font peut-être l'objet d'une politique publique qui a à voir avec l'économie sociale et solidaire, puisque reposant sur des valeurs qui sont proches. Voilà. Alors, à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors oui, je pense que je vais avoir une contribution modeste. J'ai été très impressionné par les échanges ce matin. Et donc, le maire d'une commune de 2000 habitants à 12 km de Rennes, qui va présenter une opération qui est en voie d'achèvement. Bon, j'espère que ça va vous intéresser. Alors, comment est-elle née? Il se trouve que nous devions... alors, c'est un village qui ne comportait que des lotissements avec des maisons individuelles. Nous n'avions pratiquement pas d'immeubles.
immeubles. Et nous décidons, dans le cadre du PLH, nous avons un PLH au niveau de la communauté d'agglomération. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous faisons partie de la communauté d'agglomération de Rennes. Donc, nous nous sommes engagés à construire 37 logements par an. Alors, on n'y est pas encore parce que nous n'avions pas de réserve foncière et le temps que nous réfléchissions à tout ça, nous avons décidé de mettre en place une ZAC, une zone d'aménagement concerté. Et dans le cadre de la préparation de cette ZAC, on nous a proposé de réfléchir à une démarche de développement durable qu'on appelle ADOU. Je ne sais pas si c'est une expression qui est utilisée chez vous. C'est une opération de l'application du développement durable aux opérations d'urbanisme. Voilà. Et dans le cadre de cette démarche, nous avons rencontré des citoyens, nous avons rencontré des techniciens, nous avons rencontré des maîtres d'œuvre, nous avons rencontré des promoteurs. Et tout ça a débouché sur une charte qui nous invitait à être économe en eau, être économe en énergie, favoriser les déplacements doux, enfin bref. Oui, alors nous avons une chance un peu particulière, c'est que nous avons une gare, et ce qui va nous aider beaucoup, notamment à favoriser les déplacements en transport collectif. Une fois que nous avons réfléchi à que nous avons établi cette charte, je me suis posé une question. Je me suis dit, bon, c'est une ZAC qui est prévue pour recevoir 250 logements. Et je me suis dit, bon, c'est bien la théorie, mais moi j'aimerais bien qu'on passe à la pratique et qu'on voit concrètement comment ça peut se faire. Il y a un autre élément qui me perturbe, c'est le foisonnement des règlements d'urbanisme qui s'empilent les uns sur les autres et qui freinent en quelque sorte les initiatives. Quelquefois, vous pouvez avoir de très bonnes initiatives de la part des citoyens et ils ne peuvent pas les mettre en œuvre parce que ça n'a pas été prévu dans le poste. Nous sommes toujours en poste valant plus. Et je me suis dit, il faudrait qu'on trouve un espace de liberté à l'intérieur de cette ZAC. Et c'est là que m'est venue l'idée que j'ai été formateur dans une vie antérieure. Et je me suis dit, la taille d'un groupe, on m'a toujours dit que c'était 10. Et donc, je me suis dit, tiens, on va isoler une zone qui ne sera pas dessinée par l'urbaniste et nous allons la proposer à des habitants qui veulent venir s'installer ici. Et nous leur laissons, je ne dirais pas toute liberté, mais un maximum de liberté pour envisager leur espace de vie, leur espace d'habitat. Voilà comment est né l'éco-hameau de Chevigny. Alors, avant d'en arriver à trouver des habitants, nous avons réfléchi entre nous aux meilleurs moyens que cette opération réussisse. Et nous avons fait appel, nous avons pensé qu'il fallait porter financièrement cette opération, que ça risquait d'être un petit peu long. Et donc, nous avons songé à faire appel à un promoteur. Et nous avons la chance sur Rennes d'avoir 3 promoteurs coopératifs. Et donc, nous avons choisi la Coop de construction qui a accepté de porter l'opération financièrement. Ensuite, j'ai rencontré un certain nombre de gens qui étaient intéressés et tout le monde voulait me proposer son architecte. Alors, je me suis dit, on va perdre du temps à choisir un architecte. Et donc, nous avons décidé de choisir nous-mêmes l'architecte qui réaliserait l'opération, mais cet architecte devait répondre à une condition impérative, c'est que le projet devait être le plus participatif possible. C'est-à-dire qu'il devait laisser la place, un maximum de place, à l'expression des habitants pour concevoir leur espace de vie. Et donc, nous avons choisi l'architecte. Et ensuite, nous avons réuni, nous avons passé une petite annonce. C'est-à-dire que les habitants ne se connaissaient pas, nous ne les connaissions pas non plus. Ce ne sont pas des habitants de Chevigny, il n'y a qu'un seul couple qui est originaire de Chevigny. Tous les autres viennent d'ailleurs et donc ils ne se connaissaient pas. Et nous les avons réunis et nous avons eu, je le dis parce que je crois que c'est un élément important, nous avons fait appel à une association qui s'appelle Parasol et qui nous a aidés à gérer le groupe. Voilà, c'est-à-dire que d'abord il l'a aidé à accoucher de leurs rêves, hein, en disant, bon, on les a aidés à projeter leurs rêves et ensuite nous avons pu avancer. Voilà. Alors, qu'est-ce que la collectivité a fait par rapport à ça? Parce que c'est peut-être ce qui vous intéresse. Nous avons mis un espace de 5000 m² à disposition. Il n'y avait pas de l'eau. Hein, d'ailleurs,
la question nous a souvent été posée, combien on aura de mètres carrés? J'ai dit, écoutez, je ne sais pas, parce que c'est vous qui allez le déterminer. Donc, il n'y a pas de lot. Et les seules contraintes que nous avons fixées, c'est que nous avons dit il faut que ce projet soit le plus participatif, le plus écologique et le plus économique possible. Donc, en ce qui concerne le participatif, mais nous avons fixé les règles avec l'architecte et la COP de construction. En ce qui concerne le plus écologique, eh bien, nous leur avons dit il faut que vous réfléchissiez vous-même aux procédés les plus écologiques du moment, parce qu'on sait que là aussi, heureusement, les techniques évoluent et il y a des progrès permanents, ce qui est très bien. Et puis en ce qui concerne le plus économique, nous avons voulu tordre le cou à une idée selon laquelle, quand on fait écolo, eh ben, c'est toujours plus cher. Donc nous avons pris le prix d'un logement ordinaire sur le territoire, et puis nous avons dit, voilà, pour nous, ici, le logement ne devra pas dépasser 2 500 € TTC, le mètre carré habitable. Voilà, terrain complet. Voilà donc les règles que nous avons fixées. Et ensuite, eh bien, nous avons laissé le groupe travailler. Et donc, ils ont travaillé pendant 2 ans. Et aujourd'hui, eh bien, ils vont occuper, je crois que c'est à la fin du mois d'avril, où nous aurons les premières occupations de maisons. Et donc, il y a 12 logements qui ont été réalisés en tout et 10 familles qui ont participé à l'opération. Franchement, ce n'est que du bonheur. Je n'ai pas eu de tracas du tout, parce que toujours on me dit, qu'est-ce que vous avez comme difficulté? Mais on n'a pas eu de difficulté. C'est ça qui est terrible, là. Et aujourd'hui, quand on voit ce groupe s'investir, parce que je vais juste finir là-dessus, parce que derrière tout ça, j'avais une préoccupation de citoyenneté. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une certaine passivité. Voilà. On ne sait pas stimuler les habitants pour qu'ils participent à la vie locale. Et ce qui m'intéressait dans cette opération, c'était de faire la démonstration que les citoyens, si on les met en situation de produire, eh bien, ils peuvent faire. Et aujourd'hui, on est très fiers d'arriver au résultat auquel on est arrivé. Et le deuxième élément, c'est que ce que je voulais aussi, c'était démontrer aux autres qu'on peut faire autrement. C'est-à-dire, ceci a valeur d'exemple pour les autres citoyens. Voilà, merci. Non, très bien. Merci pour ce témoignage très, très optimiste. J'avoue que quand on a échangé au téléphone, j'étais très contente d'entendre tous ces messages. Je vous propose qu'on passe au deuxième témoignage et puis qu'ensuite, assez vite, tous ceux qui ont des expériences un peu identiques ou proches puissent aussi le dire, mais aussi tous ceux, puisqu'on est en atelier là, tous ceux qui veulent aussi apprendre de ces expériences-là puissent poser les questions. Alors, même chose, même exercice pour Saint-Denis. Bonjour. Moi, je vais essayer de reprendre un petit peu les éléments en termes de démarche plus générale sur la question de l'habitat participatif et évoquer quelques éléments d'expérience qui ont été menés sur la ville de Saint-Denis, qui sont à la fois en cours et qui vont continuer à se développer sur la ville, je l'espère, et prendre aussi d'autres dimensions. Je repartirai vraiment de la question qui a été posée, c'est comment les collectivités locales, comment les élus se sont intéressés à cette question. Je crois que cette question, elle interroge tout le monde, et en particulier, ça a été souligné dans la petite présentation historique sur le fait que ce type de mouvement d'habitat participatif, finalement, a émergé à des périodes de l'histoire, puis il y a eu des périodes de reflux, et puis dans la dernière période, à partir des années 2000, et la suite des années 2000 jusqu'en 2009, je crois que c'est un mouvement qui réémerge parce qu'il est au centre d'un certain nombre de questions extrêmement politiques qui ont été évoquées tout à l'heure en fin de conférence, qui sont les questions qui touchent à la participation des citoyens, l'autonomie, le contrôle sur finalement tous les aspects de la vie citoyenne, la crise aussi et la montée, je dirais, des préoccupations de démocratie participative, bien entendu aussi de la crise du logement, la montée des préoccupations environnementales, mais aussi un moment où il y a un épuisement des politiques publiques
sur des questions d'innovation. Et je pense que la participation citoyenne, le fait que le mouvement d'habitat participatif réémerge dans ces années-là, ça montre qu'il y a eu à la fois une attente et une aspiration extrêmement forte à contrôler sa vie, à avoir une maîtrise, et en particulier à avoir une maîtrise sur la question de l'habitat, puisque la question de l'habitat, elle est quand même là au carrefour de questions aujourd'hui extrêmement importantes, qui sont des questions de l'énergie. On voit toutes les problématiques de précarité énergétique, le coût des énergies fossiles qui ne cesse de croître, la question aussi des liens intergénérationnels et la question aussi du partage, puisque la plupart du temps, dans tous les projets d'habitat participatif, il y a une dimension extrêmement importante d'avoir des espaces partagés, soit sous la forme de jardins, soit sous la forme de salles communes, soit sous la forme d'existence dans la définition de la programmation de pièces réservées, chambres d'amis, permettant à ce que chacun, d'une certaine manière, soit chez soi, mais d'avoir un partage au quotidien. Donc je pense que ça interroge effectivement toutes les collectivités territoriales qui doivent répondre à ces pratiques innovantes portées par des citoyens. Ça, sur la ville de Saint-Denis, ça s'est retrouvé un petit peu de cette même manière, puisque tout à l'heure il était évoqué dans l'histoire des coopératives de production d'habitation. Il y en a une qui a existé il y a maintenant très longtemps à Saint-Denis, en 1894, qui s'appelait le Coin du Feu, et dont les réalisations ont été primées par une médaille d'or lors de l'exposition universelle de 1900. Ces coopératives, de fait, et c'est un point extrêmement important, c'est de voir comment, à un moment donné, quand il y a un changement d'échelle, un changement de périmètre des politiques publiques, et en particulier vis-à-vis de l'habitat et du logement, avec la loi Bonnevet qui a mis en place des sociétés d'HLM, ça a d'une certaine manière étouffé tout le mouvement coopératif qui avait auparavant émergé, puisqu'on est passé à des politiques publiques de beaucoup plus grande ampleur. Et aujourd'hui, il y a un petit peu, je dirais, dans les collectivités locales, le même enjeu, c'est-à-dire de savoir accompagner tous ces mouvements-là, qui sont divers, qui vont de la copropriété classique, de l'autoconstruction, de sociétés coopératives d'habitation, de mouvements qui s'opposent à toutes les problématiques spéculatives. Il s'agit pour les collectivités territoriales d'accompagner ces mouvements-là qui émergent et qui de plus en plus se structurent. Alors avec des échelles différentes, puisqu'on voit par exemple que sur la ville de Strasbourg, il y a eu un appel à projet qui s'est réalisé avec beaucoup de réponses. Je crois qu'il y avait une douzaine de personnes, de groupements qui ont répondu. Sur la ville de Saint-Denis, ça a pris et ça continue à prendre des formes très diverses. Quand je dis ça continue à prendre, c'est cette volonté à un moment donné d'accompagner toute la dimension citoyenne, innovante et participative dans l'ensemble des projets. Il y a quelques années, et c'est parti aussi d'une réflexion au sein d'une zone d'aménagement concerté en 2002, sur la zone d'aménagement concerté d'un des quartiers de la Plaine qui s'appelle le quartier Cristino Garcia, qui est l'ancien quartier espagnol. Au moment de la présentation du projet d'aménagement de la ZAC, on commençait à fuser des interrogations sur comment faire autrement et de ne pas être uniquement enserré dans des problématiques larges avec un plan masse d'urbanistes, des problématiques de construction de logements sociaux ou de logements diversifiés, et a émergé le désir d'un groupe d'habitants voulant rester sur place, dont la vocation était de continuer à habiter le quartier alors qu'il était en pleine rénovation, de construire 4 maisons en ossature bois, ce qui était à l'époque un petit peu quand même très innovant, y compris parce que les personnes qui étaient intéressées ne venaient pas du tout de cette culture-là, mais étaient plutôt une culture de maçon, donc liée à la pierre ou au béton par la suite. Et le projet de ces 4 maisons a pu voir le jour avec un accompagnement de la collectivité, d'une part en mettant à disposition le foncier sous la forme d'un bail amphithéotique, et de permettant à ce qu'il y ait une définition précise de la programmation
des logements qui allaient être construits. Donc de ces 4 maisons, 2 en locatif social et 2 en accession à la propriété. Ça a été porté par une entreprise d'insertion, l'économie sociale et solidaire, le Chenley, basé dans le Nord-Pas-de-Calais, qui a réalisé donc ces maisons-là en concertation avec les personnes qui allaient y résider, et qui sont les maisons donc en ossature bois, avec une forte dimension écologique, puisqu'il y a eu aussi l'utilisation de terre et de briques. Dans le même esprit, dans le même quartier, il y a aujourd'hui la construction d'un projet qui est porté par la Société nationale du logement, la Société nouvelle du logement, pardon, et qui est de réaliser aussi un bâtiment collectif d'une 12aine de logements avec le même esprit, c'est-à-dire de participation des futurs habitants à la programmation, avec un travail accompagné par un architecte. Je voudrais juste m'arrêter un instant sur ce qui a été évoqué précédemment sur les règles d'urbanisme qui s'empilent et qui sont souvent des obstacles aux initiatives citoyennes. Je voudrais rappeler que l'habitat participatif, dans un pays comme l'Allemagne, joue un rôle absolument majeur et central dans la construction de l'habitat et du logement. Pour ceux qui n'auraient pas visité la ville de Fribourg, qui fait vraiment figure de pionnière en la matière, sans aucun règlement, sans aucune règle architecturale, on découvre un quartier qui a une unité et à la fois une diversité architecturale sur le plan des écritures qui est absolument remarquable. C'est-à-dire qu'il y a un pari qui a été fait, qui est un pari que les personnes qui vont concevoir leur habitat vont être capables de développer par les discussions, par leurs échanges avec les architectes, par leurs échanges entre eux, par les échanges avec aussi les services de la ville, une qualité d'écriture architecturale qui est absolument remarquable. C'est cet élément-là qu'il faut prendre en compte au niveau des collectivités territoriales et faire en sorte qu'il y ait un assouplissement effectivement des règles d'urbanisme, et je dirais aussi faire confiance aux citoyens, qui est quand même le premier concerné par la qualité de son habitat, aussi bien la qualité de son habitat pour y vivre en termes de qualité d'usage, mais pour sa qualité en termes visuels. Il faut savoir aussi qu'en Allemagne, il y a des villes où des quartiers entiers de plusieurs centaines de logements, voire certaines villes, par l'effet accumulatif, plusieurs milliers de logements ont été réalisés dans le cadre de ce qu'on appelle l'habitat participatif. Aujourd'hui, sur la ville de Saint-Denis, il y a un autre projet qui est en cours de construction, toujours là aussi sur la base d'une initiative citoyenne, dans le même quartier, qui est le quartier Cristino Garcia à la Plaine, où là, il y a le projet porté par un citoyen et un groupe d'habitants de réaliser entre 10 et 16 logements. Pour compléter un peu ces informations, je voulais simplement signaler que le RTES, dans sa dernière lettre, avait consacré pratiquement tout le numéro sur les expériences, et que la lettre est à la disposition de tout le monde à la sortie, si vous ne l'avez pas déjà prise. Alors, une fois cette petite information passée, parce que là aussi, dans la lettre, il y a un lexique, il y a un certain nombre de repères et d'adresses, donc qui vont permettre collectivement d'avancer, je l'espère. Maintenant, des questions de votre part pour à la fois des demandes de précision, mais peut-être aussi que vous pouvez intervenir en disant chez nous, on a tenté ça. Hein, il y a des aspects qu'on n'a pas abordés aujourd'hui, puisqu'il n'y a que deux personnes qui témoignent, mais vous êtes sans doute témoins aussi d'autres choses. Alors, à vous. Et puis, on fait 10 minutes, un quart d'heure comme ça, et on reprendra quand même pour l'un et l'autre une petites interventions. Ça a déjà été un peu abordé, puisqu'il y a l'idée aussi de construire
au-delà du RTES, qui est un bon réseau d'élus, mais un réseau aussi de territoires et d'élus qui ont envie d'avancer sur l'habitat participatif. Oui, alors, pour l'instant, il y a 2, donc on prend 3, 4 questions là, et puis on essaiera d'y répondre. Je commence. Donc, Marie-Nique Leroy, communauté de communes Clolet de Seine. Dans la dynamique d'habitat participatif, est-ce que dans les 2 projets qui ont été présentés, enfin les différents projets qui ont été présentés, ça a été l'occasion également d'amener une réflexion sur une structuration de filières autour des artisans ou des entreprises qui se sont mobilisés sur ces projets, et est-ce que les élus ont pu faire valoir, en tous les cas, amener cette dynamique d'entreprise également? Bonjour, Corinne Bord, conseillère régionale d'Île-de-France et élue locale en Seine-Saint-Denis. J'ai envie de vous questionner sur une des dimensions qui me manque un peu dans votre présentation, c'est la dimension économique des projets. Et qu'est-ce que ça a engendré comme structuration collective ou pas des habitants pour Cheveillet et à Saint-Denis aussi? Est-ce qu'il y a un partage du coup de ce qui a été construit? Comment l'effort financier nécessaire à l'achat, j'ai cru comprendre que c'était de l'achat, est partagé ou pas, mis en commun? Est-ce que c'est de la location à la fin ou c'est simplement de la propriété structurée différemment? Est-ce que vous pouvez, dans l'économie sociale, il y a aussi une extrême, une dimension qu'on minore, je trouve toujours trop, qui est les modèles économiques qui sont proposés, qui sont structurés sur d'autres bases que simplement celle du marché et de l'économie capitaliste. Donc c'est cette dimension-là qui me manquait dans vos propos. Bonjour, ça va faire écho à ce qui vient d'être dit. Je m'appelle Marie Leclerc-Bruand, je suis élue à Fresnes dans le Val-de-Marne. Je travaille aussi à la Fédération des caisses d'épargne sur des activités de solidarité, et donc notamment les financements de projets comme le Chénet, je le connaissais bien. Moi, ma question, plus en tant qu'élue locale, j'ai l'impression que les problèmes d'aménagement, alors nous, on est dans une zone très dense, la communauté d'agglomération voilà, au sud de Paris. Le logement, c'est souvent, pour moi, des points d'équilibre budgétaire quand on crée des axes, si on veut des équipements publics, on va essayer de maximiser, de tirer tout ce qu'on peut tirer du logement, parce que c'est ce qui va nous permettre d'équilibrer un budget. Et donc, moi, par rapport à des projets d'équipement, donc je me posais justement la question du modèle économique. En quoi parce qu'on a l'impression que quand on porte des projets alternatifs, que ce soit en termes d'écologie, en termes d'habitat participatif, on nous traite de 12 utopistes et on nous dit mais jamais après on sera capable de faire l'école, la crèche, le gymnase et le centre d'art qu'on voulait. Donc en termes de modèle économique, comment ces projets alternatifs peuvent aussi être des sources de financement voilà. Bon, je vais commencer par vous décevoir, parce qu'effectivement, c'était une expérimentation. Depuis, nous avons appris beaucoup de choses de cette expérience, et pas plus tard qu'hier ou avant-hier, nous étions en train de réfléchir à une future ZAC sur laquelle notre niveau d'exigence sera bien supérieur, et notamment compte tenu de cette expérience. Alors, donc, non, nous n'avons pas travaillé sur la filière des artisans. Il faut savoir que, d'ailleurs, j'ai eu cette semaine aussi une rencontre d'évaluation avec tous les acteurs de cette opération, et c'est ressorti, c'est-à-dire que le fait qu'on n'a pas suffisamment travaillé en amont avec les artisans, et ça, c'est une des leçons que nous tirons de cette expérience. En ce qui concerne la dimension économique des projets, là, je vais vous décevoir aussi, parce que les familles, il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'aide publique. C'est-à-dire que le terrain a été acheté par les habitants à la SEM, et tout a été partagé
entre eux. Hein. Donc, chacun achète son logement en fonction du nombre de mètres carrés qu'il a. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'ils ont quand même fait des choses en commun, puisqu'ils construisent une salle polyvalente en autoconstruction qui sera à disposition de tout le monde. Il y a une buanderie commune, il y a un jardin commun, il y a des ateliers communs, tout ça partagé et réparti sur le territoire. Donc, à partir du moment où le groupe a été constitué, il a été structuré, qu'il s'est constitué, qu'il a adopté un règlement, nous ne sommes... Alors, excusez-moi, là, je ne peux pas vous répondre précisément. Enfin, je sais que le problème est réglé, mais ils sont tous propriétaires de leur logement avec un petit espace de terrain, mais ils ont beaucoup de... tout a été réglé devant notaire, mais je ne peux pas vous répondre très précisément. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire. En ce qui concerne oui, donc ils ont conçu comment, des espaces communs, c'est ce que j'étais en train de dire. Et oui, ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où ils étaient structurés, nous ne sommes plus intervenus. Donc c'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas eu de souci, parce qu'ils se sont vraiment autogérés. Hein. Et puis, alors, en ce qui concerne les équipements publics comment pris en charge, eh bien, l'opération, elle s'inscrit, enfin, tous les équipements publics sont financés par les 250 logements de la ZAC. Hein. Et vous savez, en termes d'équipements publics, on n'en aura pas beaucoup, parce qu'en dehors du parking qui a été fait pour accéder à la gare, il ne nous restera pas grand-chose pour d'autres équipements. Ceci étant, je pourrais le dire plus tard, nous avons quand même, nous nous donnons les moyens de construire des équipements publics pour accueillir nos populations convenablement. Voilà pour ce qui me concerne. Je voudrais tout de même revenir sur ce que vous aviez dit dans votre première intervention. Ces habitants qui ont mutualisé un certain nombre de choses et qui ont pu finalement réaliser avec votre soutien cet ensemble-là, vous avez choisi de le faire accompagner, ce groupe, par une association qui s'appelle Parasol. Ce sont des gens qui se revendiquent de l'éducation populaire, hein, c'est comme ça qu'ils se présentent, et qui se mettent en Bretagne au service de tous les groupes d'habitants qui ont envie de conduire un projet comme celui-là, y compris pour réfléchir avec eux au modèle économique, au modèle juridique et à tous les aspects bon. Et ces gens, ils ne sont pas sortis d'un chapeau, ils avaient pris l'initiative eux-mêmes en dehors de toute aide publique au départ, de construire un petit habitat autogroupé, enfin je ne sais pas comment il s'appelle exactement. Et donc c'est très important cette notion-là. Bon, si on regarde l'expérience de Strasbourg, pour aller plus loin dans l'expérience de Strasbourg, c'est une association qui s'appelle Écologie, je crois, qui est conventionnée avec la ville de Strasbourg pour accompagner aussi les groupes d'habitants. Et je me tourne maintenant vers mon voisin, parce que c'est aussi un peu comme ça qu'il procède. Et je me permets d'insister un peu sur l'importance de cette démarche, moi, que je qualifie d'éducation populaire au service de ce type de projet. Oui, quelques éléments de réponse. Je débutais tout à l'heure par l'aspect politique. La question du modèle économique, elle ne peut pas non plus faire l'impasse sur le soutien des collectivités, sur un engagement politique des collectivités. Je disais tout à l'heure que sur les projets qui se sont réalisés sur Saint-Denis, ça a été un bail amphithéotique, c'est des prix de foncier qui sont plus intéressants que les prix de foncier qui sont pratiqués avec les promoteurs. Le modèle économique, il prend en partie sa source sur le fait que, comme on n'est pas dans de la promotion classique, il y a l'économie du coût de passer par un promoteur. Ça ne veut pas dire qu'il y a une économie de l'ensemble des coûts, puisque ça vient d'être souligné. La conduite d'un projet de fait immobilier, ça prend du temps, ça demande des compétences, ça demande des connaissances. Et aujourd'hui se structure, je dirais, tout un groupe de professionnels qui de plus en plus accompagnent des groupes d'habitants et qui mettent à leur disposition leur expérience passée, leurs connaissances juridiques, pour faire en sorte que ce type de projet qui prend vraiment beaucoup de temps ne finisse pas par décourager un certain nombre
de volontaires, qui n'ont pas tous, bien entendu, c'était souligné tout à l'heure, si on veut être dans une logique de mixité sociale, qui n'ont pas tous le temps disponible pour le faire, les capacités, les connaissances intellectuelles pour mener à bien ce type de projet. Donc il y a nécessité aussi, même s'il y a une économie qui est faite par l'absence d'un promoteur, de pouvoir aussi, en partie, allouer un certain nombre de ressources à de l'accompagnement du projet. Alors, maintenant, d'une manière plus générale, sur le modèle économique, tant qu'il n'y aura pas un engagement de collectivité territoriale pour qu'il y ait des projets qui voient le jour, des projets de pilote qui montrent que c'est possible, on n'arrivera pas à atteindre effectivement un seuil qui permettra à ce que ça se généralise. L'issue par rapport au modèle économique, il est aussi, je pense, parce qu'il faudra en passer par là, on parlait ce matin d'un changement à la tête de l'État avec les élections. Il y a eu dans le passé des débuts de projets de loi par rapport à la question de l'habitat participatif et d'avoir un modèle juridique qui soit viable et qui rassure l'ensemble des acteurs. J'espère que dans le cadre d'une nouvelle mandature à gauche, ce type de projet reverra le jour pour enfin avoir un modèle économique pertinent. Alors, l'autre aspect sur la question des équipements publics, là c'est vrai que c'est une vraie question et ça dépend aussi des négociations et du rapport de force, on va dire, entre guillemets, qui est établi entre la collectivité publique, l'aménageur et les promoteurs qui vont intervenir sur une ZAC. On sait très bien qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité, pour diverses raisons, de pouvoir porter des projets d'ampleur qui seraient à la hauteur de ce qui se passe en Allemagne, avec certains quartiers où c'est 80% d'habitat participatif dans l'émergence des logements. C'est aujourd'hui impossible. Il nous faut multiplier les expériences, multiplier les expériences réussies, les projets pilotes, et que tout ça va être des éléments qui vont fédérer et porter leurs fruits en termes, je dirais, de lobbying politique et de changement de législation et changement réglementaire permettant d'aller plus loin. Une autre question qui avait été posée sur la question des filières, je crois qu'aujourd'hui c'est un petit peu tôt, c'est des choses qui commencent à émerger. Sur la communauté d'agglomération de Plaine Commune, il y a un réseau d'éco-industrie qui là va être sollicité sur l'accompagnement de ce projet-là dans le cadre d'une étude par rapport aux matériaux que j'évoquais tout à l'heure, des matériaux biosourcés. Et c'est vrai que ça peut être un élément parce que ça permettra de structurer dans la durée aussi des petites entreprises et de l'emploi. C'est une vraie question qui se pose d'avoir ce type de démarche en accompagnement. En complément de cette information, je vais parler un tout petit peu de mon territoire aussi, puisque je suis élue à Caen et on a des démarches aussi comme celle-ci. Dans notre ville et dans notre région, a été créée il y a maintenant quelques années une association régionale pour la promotion de l'éco-construction qui se propose, aux côtés de l'association régionale pour le développement de l'économie solidaire, d'être structure accompagnatrice de ces démarches-là. Cette association dont je parle pour la promotion de l'éco-construction, qui regroupe des artisans, tout corps de métier intéressés par l'habitat écologique, rassemble déjà une bonne soixantaine d'artisans locaux et donc travaille ensemble à la bonne mise en œuvre de ce type de projet. Je pense qu'il en existe ailleurs en France aussi, je pense qu'on n'est pas unique. Mais c'est vrai que c'est une condition importante pour développer ce type de démarche-là. Autre petite information, parce que là on parle des collectivités locales, je pense que c'est important et intéressant de voir que le mouvement HLM, l'Union sociale de l'habitat en particulier, est très attentive à tout ce qui se passe dans ce domaine. Pour ma part, le meilleur document que j'ai trouvé sur la question de l'habitat participatif en France est celui qui a été réalisé par l'Union sociale de l'habitat, qui veut s'impliquer dans le but justement de rendre accessible à toute catégorie sociale ce type de démarche
dans l'habitat participatif. Donc là, il y a aussi, et ça permettrait de changer d'échelle, comme ça a été dit tout à l'heure, si jamais notre mouvement HLM, qui compte en France, se décidait pour aller vraiment dans cette démarche. Peut-être, avant que je redonne la parole, si ça ne vous ennuie pas, je sais que j'ai encore combien, Christiane, 5-6 minutes à peu près. On a démarré en retard. Hein. Ah, t'as décalé, bon, très bien. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 questions complémentaires ou exemples qui peuvent être donnés? Voilà. Oui, là-bas où. Tristan Caillé, chargé de mission ASS à Brest, Métropole Océane. Donc on va expérimenter un appel à candidature pour un groupe d'habitat participatif à Brest. Donc j'en saurai plus un peu l'année prochaine, j'espère. Mais ma question, c'était pour Monsieur Nicolas, pour Chevenier. Vous avez parlé du poste tout à l'heure. Moi, je voulais savoir s'il y a des projets d'inscription de l'habitat participatif dans les documents d'urbanisme, avec la réflexion avec Nantes Métropole. Alors, je voudrais répondre par rapport à la filière tout de suite, et je vous réponds tout de suite, mais la filière artisan, nous avons réfléchi à notre nouvelle ZAC, et je crois que nous allons faire appel aux professionnels, on va les associer dès la conception de la ZAC, pour être certains qu'ils seront prêts, parce qu'il faut énormément de temps pour former des artisans. Et lorsque nous avons lancé notre opération, nous ignorions que les artisans n'étaient pas prêts à répondre au type d'habitat que nous étions en train de préparer. Voilà, excusez-moi. Alors, nous sommes en train de travailler sur le renouvellement de notre SCOT. Et vous savez que le SCOT entraînera automatiquement des modifications des PLU. Et à l'intérieur de ces PLU, chaque commune, bien entendu, fera ce que bon lui semble. Il n'y a pas de consigne, il n'y a pas de directive. Je pense qu'il faut aussi laisser la place aux initiatives. Et je crois que le meilleur moyen pour susciter la reproduction de ce type d'expérience, eh bien, c'est de les réussir. Et chaque fois qu'on réussit quelque chose, ça donne envie d'aller plus loin. En ce qui nous concerne, donc là, ici, nous avons travaillé sur la première tranche. Nous engageons dès septembre prochain la deuxième tranche. Et dans cette tranche, nous avons de nouveaux candidats pour de l'habitat groupé, mais cette fois avec un organisme HLM. C'est-à-dire qu'il y aura à la fois de la location et de l'accession aidée dans le même ensemble pour partager justement cette expérience. Vous voyez que donc, on apprend aussi en marchant et on s'améliore un petit peu plus à chaque fois. Voilà. Oui, juste un tout petit point de complément. Ce type de démarche peut être inscrite dans les PLH, hein, l'aide à l'habitat participatif, comme un élément de dimension pour répondre aux questions du logement. Je voudrais aussi souligner qu'il y a beaucoup de choses qui bougent par rapport à ces attentes de citoyens et qu'au sein même de la promotion immobilière, les questions de participation des futurs acquéreurs à la programmation et à la définition des logements commencent de plus en plus à émerger. Alors, je ne compte pas en tant que tel sur la promotion immobilière pour faire avancer véritablement ce dossier. Je pense que ce dossier, il est surtout entre les mains des citoyens et des collectivités territoriales et de la puissance publique. Pour autant, cette dimension, les promoteurs sont de fait de plus en plus sollicités pour y répondre, et que je pense que c'est une chose qui va faire un peu bouger les lignes et être un élément aussi de valorisation et de promotion de cette démarche. Bien, peut-être une dernière question, et avant de dire un petit mot sur le document dont on a parlé déjà, une charte d'orientation signée par, je crois, 11 villes ou 13 villes, des grosses communes et agglomérations, qui, je pense que ce sera intéressant de le joindre au compte-rendu de la journée, parce que cette charte résume bien un petit peu tout ce qu'on a pu échanger. Donc, une dernière question ou pas? Juste une précision, cette charte a été signée suite à des rencontres qui se sont déroulées à Strasbourg sur la question des écoquartiers, et parallèlement, il y avait
tout un colloque sur la question de l'habitat participatif, qui a donné lieu donc à la signature d'une charte pour l'habitat participatif, qui à la fois répond à des problématiques opérationnelles, mais qui est avant tout un réseau d'échanges et un réseau aussi qui se pose la question pourquoi et comment les collectivités territoriales, comment la puissance publique, et sur la base de quel type de critères, peut accompagner et peut abonder ce type de projet d'un point de vue d'aide financière ou de ressources. Je vous invite à lire donc cette charte et à faire en sorte qu'elle puisse être discutée dans vos réseaux, dans votre réseau, dans les conseils municipaux, dans vos assemblées délibératives, parce que je pense qu'il est extrêmement important qu'un maximum de collectivités puissent adhérer à ce réseau, ne serait-ce que pour qu'essaiment de plus en plus ce type de projet, et que ce sera un élément extrêmement important pour que, et c'est une des vocations de ce réseau, pour que ça puisse déboucher à un moment donné sur les aspects législatifs qui donneront les possibilités à ce que ce modèle économique puisse prendre de plus en plus d'ampleur. Est-ce qu'on doit ajouter un mot de conclusion? Je ne pense pas. Oui, si, tout de même. Alors, excusez-moi, je voudrais faire part de l'intérêt qu'il y a à favoriser ce type d'habitat. Dans l'évaluation, le promoteur nous a fait part de sa surprise, car il pensait que les 10 familles allaient choisir des maisons individuelles. Voilà. Et à sa grande surprise, ils ont choisi de vivre groupés, c'est-à-dire de vivre dans des ensembles plus compacts. Ce qui est quand même très intéressant et qui répond à une de nos préoccupations. La deuxième préoccupation que nous avons, c'est vraiment la citoyenneté. Parce que là, nous avons 10 habitants qui sont engagés dans la vie publique. Et je suis persuadé que les lotissements ont contribué à l'individualisation et que cette forme d'habitat, eh bien, elle répond davantage à nos préoccupations de citoyenneté. Et je crois qu'il faut absolument qu'on l'encourage.